Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, membre de Sui Generis et coach certifié pour les personnes trop intenses à travers le monde. À travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches pour vous donner l'inspiration de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Isabelle Leclerc. Isabelle accompagne les leaders, managers atypiques, entrepreneurs ou salariés à activer le pouvoir de leur singularité pour qu'ils prennent leur juste place au travail. Elle vient nous parler aujourd'hui de communication interpersonnelle en entreprise pour justement mieux trouver cette place. C'est parti. Isabelle, bonjour. Bonjour Alexia. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans les podcasts Sui Generis et j'ai vraiment hâte que tu nous parles communication interpersonnelle. Merci, c'est un plaisir partagé. Surtout que c'est un sujet qui m'anime. Super, surtout que pour une fois, j'ai la chance de recevoir une invitée qui a le même intérêt et les mêmes clients que moi, liés au potentiel intellectuel. Donc, on va traiter ce sujet avec cet aspect-là également de différence avec ce type de personnes. On va commencer tout de suite avec la question la plus basique qui soit. Qu'est-ce qu'on entend par communication interpersonnelle? J'ai envie de dire, c'est comme son nom l'indique, la communication entre deux personnes. Et je crois que c'est une distinction qui est importante à faire par rapport au métier de la communication et de tout ce qu'on peut appeler en termes de stratégie de communication. Et puis, ça intègre finalement deux éléments, donc j'ai envie de dire les mots, la communication verbale, et puis tout ce qui a trait au non-verbal. Et j'ai envie de dire que cette dimension non-verbale, chez les clients qui nous animent et qu'on accompagne, elle a aussi beaucoup de sens parce que ce que j'observe, moi, dans ma pratique, c'est que souvent, il peut y avoir un espèce de décalage entre ce que les personnes renvoient comme message non-verbal et ce que les autres, qu'ils soient HPI, normopensants, ce n'est pas le sujet, ce que les autres perçoivent, en fait. Et en tout cas, moi, à titre personnel, ça m'est souvent arrivé que des personnes interprètent des signaux que je pouvais émettre parce que je réfléchissais, parce que j'étais devenue sérieuse, parce que là, et ils l'interprétaient et ça n'avait rien à voir avec ce qui était en train de me traverser. Donc, c'est important de bien intégrer ces deux dimensions-là. Et puis, le non-verbal dans la com, c'est 70%. Hein. Tout à fait. Quand on avait échangé, tu m'avais parlé d'une circularité de cette communication, avec l'idée de savoir où moi je suis, où je veux aller et où est l'autre. Et c'est cette dimension qu'on néglige. Alors, c'est vrai que souvent, ce que j'observe, c'est que, et notamment chez les personnes qui ont envie de défendre leurs idées, de faire comprendre leur perception des choses, parce qu'il y a là aussi, on pourrait en parler des heures, mais il peut y avoir une forme de décalage par rapport à l'acuité, la lucidité des hauts potentiels. Souvent, en entreprise, ils voient des choses que les autres ne voient pas, enfin, d'ailleurs dans la vie tout court. Et donc, il y a souvent besoin dans la communication, en tout cas moi c'est ce que je fais avec mes clients, qu'ils comprennent que les personnes ou leur auditoire n'est pas à l'endroit où eux sont. D'abord, ils ne sont pas équipés tout à fait de la même façon, ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Et puis, et du coup, il y a besoin en fait, quand je communique, d'aller chercher du feedback, d'aller chercher auprès des personnes auprès desquelles j'ai envie de faire passer un message, de bien comprendre là où elles sont, elles, et de partir de là. Et voilà, ça ne sert à rien d'asséner à quelqu'un quelque chose, un message qu'il n'est pas du tout prêt à recevoir et à entendre. Et c'est souvent une erreur que font les personnes voilà, qui moulinent vite, que sont ces hauts potentiels, ces personnes un peu singulières dans leur façon de voir les choses, c'est qu'effectivement, elles balancent, entre guillemets, de façon un peu cash, un peu crue, ce qu'elles voient, ce qu'elles perçoivent, sans prendre en compte là où est la personne. Et donc, il y a tout un travail de comment je m'adapte à l'environnement, à l'auditoire, non pas pour être comme, mais pour me faire entendre et comprendre. Si on se focalise sur le travail, pourquoi est-ce si important de développer sa communication interpersonnelle? J'aurais presque envie de répondre, mais tentez de ne pas la développer et voyez ce qui se passe. Je trouve que la problématique en tout cas, je rencontre souvent avec mes clients, c'est qu'ils sont très focus résultat, dans un besoin à la fois d'être reconnus, dans un besoin de montrer leur performance, dans un besoin
de montrer qu'ils font les choses différemment, de montrer comment ils contribuent, parce que c'est super important, l'idéal de contribution. Et donc, il y a un besoin de montrer voilà, cette compétence et cette performance. Et du coup, il peut y avoir un oubli en fait des autres et un oubli de l'équipe, un oubli de la coopération, un oubli de la collaboration, etc. Et du coup, il peut y avoir une tendance à s'isoler en fait. Et à quoi ça sert de voir des choses, de proposer des choses innovantes, différentes, d'avoir une perception, un angle de vue différent, si en fait, j'embarque pas les autres? Rien en fait. Et donc, le danger, c'est que ça vienne réappuyer sur quelque chose qu'on connaît bien, qui est aussi la solitude et le sentiment de décalage. Mm. Et donc, c'est vraiment d'être conscient que, parce que c'est souvent un mot que j'entends, une expression que j'entends, oui, mais j'ai besoin de personne, je vais y arriver tout seul. C'est une phrase que j'ai souvent utilisée dans ma vie. Mais en fait, oui, bien sûr, oui, bien sûr, tu peux y arriver tout seul. Mais tu te prives, en fait, de points de vue différents, d'une énergie différente, de points de repère différents, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Je dis toujours, dans la communication, il y a deux axes, il y a le processus, il y a le résultat et il y a le processus relationnel. Comme si on était sur un bateau et qu'on avait deux voiles. Et si je tire que sur la voile résultat et qu'effectivement, elle est gonflée à bloc, etc., bien sûr que je vais arriver à atteindre ma destination. Ça, c'est sûr. Mais en travaillant avec mes deux voiles et notamment le processus relationnel, il y a beaucoup plus de chances que j'y arrive de façon plus confortable, plus agréable, plus ludique, avec plus de plaisir et peut-être même plus rapidement en fait. Et c'est tout un travail de détricotage autour de c'est quoi le sens du résultat et finalement comment je peux au mieux atteindre mes objectifs. Et parfois, ce n'est pas forcément parlant en étant focus sur le résultat que j'y arrive. En tout cas, moi, c'est vraiment l'observation que je fais. Et puis ça vient combler, en comprenant ça, en prenant en compte ça, ça vient combler ce que je disais tout à l'heure, cette problématique de décalage et de solitude qui revient très souvent. Mm. Est-ce que justement tu aurais un exemple concret d'un de tes clients qui, lui, s'est tellement focalisé sur le résultat qu'il a oublié d'embarquer avec lui? Ouais, ouais, j'ai un client qui était quelqu'un voilà, de brillant, qui avait des super bons résultats, très agréable. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que souvent, il y a une capacité à embarquer l'équipe, donc les N-1, et c'est beaucoup plus difficile d'aller embarquer, entre guillemets, les N+2, les N+1. C'est souvent ce que j'observe. La problématique, elle ne se pose pas au niveau de l'équipe et des collaborateurs, mais bien au-dessus, au niveau de ce que je vais appeler les puissances supérieures. Et donc, ce monsieur, effectivement, brillantissime, voilà, directeur d'une business unit qui marche super bien, voilà, très bons résultats, etc. Il vient me voir parce qu'il trouve qu'on lui a dit qu'il était arrogant, enfin, méprisant, voilà, ce que je ne ressens pas du tout avec lui au départ. Et puis, c'est le confinement, et puis c'est la période des masques en France, où on dit qu'il ne faut pas de masque. Enfin, il y a tout un truc avec le gouvernement qui n'a pas de masque à proposer aux Français. Et donc, plein de communication dans tous les sens. Et lui, il décide, en fait, puisqu'il a un point d'accueil, il a une grosse boutique avec du public qui vient, il décide d'ouvrir le magasin au public et de proposer des masques en faisant travailler une asso locale, donc qui coud des masques à l'époque, puisqu'il n'y a pas de masque. Donc, au demeurant, super idée, il protège à la fois ses équipes et il protège ses clients. Et donc, il est tout content, il installe ça, etc. Et voilà le PDG de la structure qui débarque et qui voit ça. Et qui, en fait, tacle en disant « Mais c'est quoi ce truc-là Qui a décidé de ça? C'est pas du tout dans la politique de la boîte de proposer des masques aux clients. » Et voilà, c'est une erreur fondamentale, en fait, parce qu'effectivement, l'intention, elle est géniale, l'idée, elle est plutôt bonne, parce qu'après coup, on lui donnera raison, mais bien, bien longtemps après. Mais il n'est pas dans les directives, il n'est pas dans les codes, et il est parti un peu en franc-tireur, bille en tête, persuadé que son idée était excellente. Elle est excellente. Il a oublié d'embarquer ses puissances supérieures. Et il les met, si on voulait décortiquer les choses, il les met presque face à leur impuissance, à leurs propres difficultés à eux d'avoir trouvé des solutions à l'époque. Donc, si on va tirer le fil jusque-là, il les confronte. Et c'est souvent ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'ils confrontent les autres à leur propre impuissance.
Et voilà, toi comme moi, si on est confronté à notre propre impuissance, c'est pas très agréable en fait, tu vois. Bien. Et donc, on va réagir de façon plus ou moins épidermique ou au pire en forme de rejet. Et on va dire non, stop, j'en veux pas. Et voilà, ça c'est un exemple type de quelqu'un qui n'a pas réussi à embarquer, qui n'a pas pris le temps d'embarquer avant. Et qui du coup va repartir dans sa coquille en disant mais merde, je suis pas compris, c'est toujours de la même chose, et j'ai pas les codes, et tati, et tata, et voilà. Ok, on peut le voir comme ça. Mais si je commence à décortiquer avec les codes de la communication interpersonnelle, je comprends qu'effectivement, là, j'ai raté quelque chose. Est-ce que dans cet exemple, ça illustre que la communication interpersonnelle, c'est avant tout bâtir une confiance avec l'autre, puisque les compétences, on les a ou elles s'acquièrent, mais on a besoin d'embarquer en donnant confiance à l'autre? Alors, le problème de la confiance, je dis toujours, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit au fur et à mesure du temps, tu vois. Donc, c'est compliqué de dire ça. Enfin, je ne le dirais peut-être pas tout à fait comme ça. J'utiliserais plutôt le mot d'alliance, en fait. Donc, c'est un mot qu'on connaît bien dans notre métier de coach. C'est-à-dire que si tu as un client et que tu n'as pas pris le temps de construire l'alliance avec lui, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'il en est, comprendre quel est son besoin, comprendre ce à quoi il réagit, ce à quoi il ne réagit pas, et de ne pas avoir de jugement sur tout ça, eh bien, à ce moment-là, tu bâtis les fondamentaux d'une alliance. Et toi, comme moi, tu sais que c'est bien plus fondamental que tous les outils de la Terre et que toutes les techniques de la Terre et que toutes les meilleures idées de la Terre. Mmh. Et donc, pour moi, en fait, c'est peut-être plutôt d'apprendre à avoir une stratégie d'alliance. Et je dis souvent qu'en entreprise, c'est important de bâtir sa stratégie d'alliance. Il y a des gens qui sont parfois meilleurs communicants que nos clients ou que nous, et c'est OK avec ça. Je relate souvent l'expérience de Cotter sur les principes du changement avec son petit bouquin Alerte sur la banquise, donc d'un pingouin qui découvre que la banquise est en train de fondre et qui va le dire à ses pairs et personne ne veut l'entendre parce qu'en fait, il n'est pas bon communicant. Et il va réussir à faire changer les pingouins d'iceberg parce qu'il aura trouvé des gens qui sauront porter le message. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas vous qui savez porter le message. L'important, c'est que votre idée soit passée. Et donc, accepter de lâcher que je ne suis peut-être pas la meilleure communicante sur mon idée parce que je n'arrive pas à lâcher certaines choses. C'est OK. Et que je peux utiliser ce réseau d'alliances. Voilà. Et que, donc, dans Alerte sur la banquise, il va trouver un vieux pingouin plus sage, un autre qui sait mieux communiquer parce qu'il a des vertus de communicant, etc., etc. Et donc, ils vont construire une stratégie d'alliance pour pouvoir porter ce message. Et bien là, c'est pareil. Peut-être que c'était mieux si ce client, par rapport à cette stratégie des masques, il avait décidé de faire porter ses messages auprès de son DG de façon autre. Pas de lui imposer dans une visite. Donc là, on vient de voir qu'il y a des choses que les profils atypiques ne saisissent pas en entreprise et qui les pénalisent dans ces jeux d'alliance, on va dire. Qu'est-ce qu'ils ne saisissent pas exactement, autre que la nécessité de s'allier à d'autres? Moi, je crois qu'il y a une difficulté à saisir, à être, entre guillemets, politique, stratégique. Mmh. Ça, c'est un champ qui est compliqué parce que une des vertus de nos clients, c'est d'être voilà, beaucoup dans l'authenticité, beaucoup dans la transparence, de dire les choses de façon cash, telles qu'ils les voient, telles qu'ils les sentent. Et en fait, je dis toujours, la comédie humaine, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une espèce de zone, une terre inconnue, en fait. Et donc ça, l'entreprise, le système entreprise, c'est un système qui fonctionne avec ces codes-là, qui ont leurs vertus. Hein. Enfin, moi, j'ai appris ça finalement à mes détriments, mais ça a aussi une vertu protectrice de ne pas être complètement cash, de ne pas être complètement transparent dans le monde de l'entreprise, parce que du coup, on ne permet pas aux autres de rentrer dans notre intime, en fait. Hein. Mmh. Et donc ça, on en parlera peut-être à la fin, mais il y a un outil qui est très éclairant sur ce sujet-là. Donc, c'est vrai que les hauts potentiels, ils ont l'habitude d'être cash, authentiques, de vouloir faire aider, donc de vouloir sauver presque, hein, parce que parfois ça va jusque-là, il y a une espèce de sauvetage. Et donc de faire à la place de l'autre, de penser à la place de l'autre, d'interpréter aussi beaucoup à la place de l'autre. Le non-verbal, ils l'interprètent, voilà, ils font plein de films aussi parfois. Et donc, du coup, ça ne les aide pas, en fait, à vivre dans ces systèmes qui sont régis par des codes un peu de la comédie humaine
on cherche à ce que les choses ne bougent pas trop, à ce que ça reste en harmonie. Voilà. Et donc, du coup, là-dessus, c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile. C'est des grosses difficultés, en fait, sur lesquelles moi, je les accompagne, quoi. Et après, c'est OK de ne pas vouloir rentrer dans ces jeux-là, hein. Mais à ce moment-là, ce que je demande, c'est si tu ne veux pas rentrer dans ces jeux-là, sors de ces endroits-là parce que ne cherche pas de la reconnaissance de ces systèmes-là. Et c'est souvent ce tiraillement-là qui m'étonne, c'est Isabelle, je ne suis pas compris ou je ne suis pas reconnue. Je rêve de ça et en même temps, j'exècre ça. Mmh. Tu vois? Mmh. Effectivement, c'est quelque chose que je vois avec mes clients, ce côté, cette fusion, pour eux, être authentique, c'est être cash. Or, c'est des choses radicalement différentes et il y a cette acceptation que on peut être authentique, mais ça ne veut pas dire tout à n'importe qui, n'importe quand, parce qu'on estime que c'est juste et que c'est vrai. Pour ceux qui souhaitent développer leur communication interpersonnelle, qu'ils soient atypiques ou pas d'ailleurs en entreprise, est-ce que tu as des clés à nous donner? La première que j'ai donnée, c'est Mmh. effectivement être capable euh, enfin j'en ai donné deux déjà, c'était l'idée d'être capable de saisir où est la personne qui est en face de moi. Mmh. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'elle peut entendre ou pas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que j'ai donnée, c'est la communication. C'est effectivement, ça permet d'avoir un message pour atteindre un objectif, c'est OK, mais c'est aussi et surtout des processus relationnels. Donc, si je communique dans un climat qui est dégueulasse et si je ne fais que donner du contenu et si je ne m'occupe pas des interactions qu'il y a entre les personnes et que si je ne prête pas attention aux non-verbales que je perçois ou aux émotions qui me traversent, alors je vais rater beaucoup de mon résultat. Donc, c'est bien une histoire de voile. On a deux voiles dans la com, le processus relationnel et l'objectif. Un autre outil que j'ai commencé un petit peu à dévoiler, c'est un outil qui s'appelle la structuration du temps selon Berne. Donc, Berne, c'est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Et il nous explique en fait que les personnes ont 6 façons de rentrer en relation entre elles. Alors, je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais donc, chacune est régie par une façon de communiquer Mmh. et surtout a des conséquences ou pas dans la relation. Alors, la première, c'est par exemple, tu prends le métro parisien, pour ne citer que lui, ou tu montes dans un ascenseur, les gens ne se parlent pas. Et donc là, en fait, personne ne se parle. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas envie, on ne connaît pas la personne, donc c'est une façon de se protéger. Et donc, je ne prends aucun risque dans la relation. Donc, c'est ce qui va appeler le retrait. D'accord? Dans la vie professionnelle, on peut aussi avoir une autre façon de structurer le temps qui est l'activité. C'est-à-dire qu'on ne va parler qu'au sujet du travail. Et donc, le but, c'est de parler des objectifs que l'on partage ensemble et de la mission qu'on partage ensemble. Donc, je ne vais pas te parler de ma façon de voir le monde parce que je suis HP ou de mes besoins parce que je suis HP. Non, on va parler de la mission et de nos objectifs qu'on traverse ensemble. On a aussi un autre code qui est situé entre le retrait et donc l'activité, qui est en fait le rituel. C'est-à-dire que bonjour, il fait beau, tu sais, c'est à la sortie de l'école ou bien dans les milieux d'expat qu'on connaît bien, les small talk, etc., où on trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais ça a juste comme intérêt de faire du lien social comme ça, dans lequel je ne suis pas très impliquée. Okay. Et voilà, plutôt que d'être tout seul dans ma bulle, je fais un lien comme ça, mais je n'ai pas d'autre attente que ce lien-là. Et donc, j'attends que quand tu me dis ça va, tu me répondes ça va, et pas non, ça va pas. Ce qui est aussi quelque chose qu'on fait pour souvent. Hein, d'accord? Ouais. Voilà, jusqu'à aller en fait à d'autres façons de structurer le temps qui sont le jeu, donc le jeu relationnel ou le jeu psychologique en fait. Et donc, c'est je veux exister à tes yeux, quitte à rentrer en conflit, d'accord? Et donc, je vais te dire ce que tu as à faire, machin, etc. Et donc, ça, effectivement, c'est le jeu. Puis, mais donc, du coup, j'accepte de rentrer dans le conflit. Et puis, le dernier, et qui est souvent ce à quoi prétendent nos clients, c'est l'intime. Et Mmh. donc, c'est de vouloir se dévoiler, de vouloir avoir des conversations extrêmement franches, extrêmement profondes, et voilà, et qui sont des relations qu'on peut avoir avec son coach, avec sa thérapeute, avec son conjoint, mais qui n'ont pas leur place dans l'entreprise.
Et souvent, mon travail avec mes clients, c'est de leur dire, là, tu es dans une quête d'intime, mais tes clients ne sont pas du tout là-dedans. Tes partenaires, Mm, pardon, tes mm. collaborateurs. Eux, ils ne veulent pas aller là-dedans parce que d'abord, ils n'ont pas l'habitude. Très souvent, les gens, ils savent pas aller là-dedans, hein. Et puis, c'est trop exposant, en fait. Parce que Mhm. si je me dévoile, que je me mets à nu, voilà, c'est j'ouvre une porte. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un outil qui aide beaucoup mes clients. Je l'ai posté, cet outil sur Ouais. LinkedIn, ils le retrouveront, mais les auditeurs retrouveront. Mais c'est vraiment une ressource importante. Et Mm. c'est de se dire, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je peux attendre de la relation? Je suis dans le boulot, je partage une activité, je parle qu'objectif, c'est OK. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus, un cocon, etc. Là, j'ai de la sécurité, je peux aller dans l'intime. Ou je suis dans du small talk et c'est OK aussi. Je suis d'accord avec toi et puis accepter le fait que on ne peut pas rentrer dans l'intime sans rentrer par le small talk. C'est une porte d'entrée qui est pénible, qui peut être pénible, qui peut être drôle parfois ou mais peu importe, c'est une porte d'entrée. Il faut passer par là pour rentrer dans l'intime avec la majorité des gens, en fait. Ouais, c'est une forme d'étape. Et peut-être que je ne rentrerai jamais dans l'intime avec la personne. Mmh. C'est aussi ça, en fait, quand je parlais effectivement d'être bien conscient des processus relationnels et de savoir où est la personne. Après, c'est facile de détecter que la personne que j'ai en face de moi, ce genre de choses, elle ne va Mmh. jamais y aller, quoi. Mmh. C'est Mmh. un, et là, je sais que c'est un mot difficile que je vais prononcer, mais je l'ai traversé et je le traverse encore. C'est la question du deuil par rapport à la relation, quoi. C'est-à-dire, je ne peux pas attendre de tout le monde la même intensité relationnelle. Mmh. Mmh. Et c'est un deuil. Mmh. Mais ça me protège aussi. Exactement, ça ne crée pas de déception, ça ne crée pas d'attente. Donc ça, c'est la troisième clé, la structuration du temps. Oui. Tu as évoqué aussi la question de feedback à un moment, ou feed forward. Oui, tout à fait. Et moi, j'aime bien le feed forward. En fait, c'est-à-dire, c'est qui permet, je vais expliquer ce que c'est, qui permet en fait de mettre plus de sécurité. Parce que souvent, on nous fait des feedbacks, on dit ouais, c'était bien, mais non, ça c'est un jugement et ça c'est pas un feedback. Un bon feedback et donc ce qu'on appelle dans notre métier un feed forward, c'est est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as apprécié dans ma présentation, lorsque j'étais en codir et que j'ai présenté ce truc, voilà. Et donc, je vais choisir la personne, hein, évidemment. Est-ce que tu peux me dire ce qui était bien? Et est-ce que tu peux me donner une ou deux pistes d'amélioration? Et donc, ça, en fait, ça permet d'abord de sécuriser, de se dire, bah, oui, il y a un truc qui a été positif, hein, qui a été reçu, et voilà. On ne fait pas avancer les gens en leur balançant que du négatif, c'est pas vrai. Et puis, surtout, nos clients qui ont besoin de reconnaissance, de légitimité, enfin, tout ça. Et donc, quelles sont les pistes d'amélioration que tu me proposes? Après, j'ai la liberté de prendre ou de ne pas prendre. Mais voilà, cette démarche-là, elle est intéressante. Et donc, je le répète, n'allez pas demander à tout le monde de vous faire du feedback. Et si vous voulez un bon feedback, éduquez sur ce qu'est un bon feedback et comment on Ouais. le fait. Effectivement, il y a toute une éducation à faire en entreprise avec Ouais. le feedback et le feed forward. On pourrait continuer à en discuter pendant des heures. Oui. Pour les clients qui souhaitent aller plus loin, qui ont envie de se documenter sur la communication interpersonnelle, est-ce que tu as des ressources à partager? Oui, alors, parce que ce que j'observe souvent, c'est qu'on a une population qui aime se nourrir, qui aime lire, etc. Et qui, du coup, vous vous fait du contenu, j'ai envie de dire. Et comme la majorité des gens d'ailleurs, mais peut-être plus. Et le problème, c'est que ça reste juste intellectuel, d'accord? Donc, on comprend les concepts, mais après, la difficulté, c'est effectivement de les expérimenter et d'en tirer un enseignement. Donc, c'est toujours mon point de vigilance là-dessus. Donc, des ressources, moi, j'ai envie de dire, oui, déjà de lire j'ai beaucoup parlé de l'analyse transactionnelle parce que je suis formée en analyse transactionnelle, évidemment, mais parce que c'est un outil vraiment qui dissèque la transaction avec les personnes. Donc, c'est vraiment l'outil de la communication que je trouve par excellence, donc ramené à la psychologie humaine. Et un livre qui est connu, ça s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour » de Berne, qui est déjà un bouquin très important sur la T, mais qui permet d'aller un peu plus loin dans les concepts que j'ai notés. Après, moi, je trouve que c'est intéressant de se faire ses propres petits outils d'expérimentation. Et donc, je vais en réunion
Je me note dans quelle émotion je suis. Je me note voilà, ce que j'ai aimé de ce que j'avais fait, de ce que les autres m'ont dit qui avait été juste. Je me note les émotions que j'ai traversées à ce moment-là. Et puis, ensuite, je peux me dire, après ma présentation en public ou en codir, je peux me prendre un temps et me dire, tiens, voilà, ça a été bon, ça, peut-être, je me suis sentie moins à l'aise, et qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et ça, c'est vraiment important que vous le notiez, puisque ça ne reste dans votre tête, parce que ben voilà, vous allez l'oublier. Et donc, le fait de le poser, ça permet de concrétiser les choses. Donc, moi, j'aime bien cette question de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans ma relation avec l'autre, dans ma communication avec l'autre, pour pouvoir continuer à grandir. Et j'aime bien ça parce que ça part de l'expérience, Mm. pas de truc intellectuel. Et moi, j'aime bien, tu sais, le mot incarner, quoi. Et pour moi, c'est vraiment fondamental chez nos clients, ça, de les aider à ça. Mm. À descendre du mental. Ouais. Et voilà. Et puis un autre outil, bah, comme tu me dis, descendre du mental, c'est je me relie à mon corps. Qu'est-ce que j'ai senti dans mon corps à ce moment-là? Est-ce que je me suis mis à avoir chaud, froid? Est-ce que mes jambes ont tremblé? Est-ce que j'avais de l'énergie qui partait? Est-ce que dans mon ventre, j'étais comment? Dans ma respiration, j'étais comment? Revenir au corps. Je dis toujours, le corps, c'est avant notre tête, même si notre tête, elle va vite. Et ça, pour nos mentales sur pattes, je trouve que c'est un bon rappel. Effectivement. J'ai une cliente, par exemple, qui était dans l'incapacité de nommer une émotion. C'était pas possible. Mais par contre, décoder ces petites choses qui se passaient dans le corps, pour elle, c'était un pas de géant. Elle descendait avec sa petite lampe torche dans son corps. Oui, oui, je sais bien que c'est difficile à faire hein, pour nos clients. Et donc, voilà, mais ça, c'est déjà très important. Mmh, mmh. Je prends un verre d'eau et je sens, moi je me souviens avoir travaillé avec un client comme ça qui ne savait pas décoder. Et donc juste de dire, bah, voilà, vous allez boire un verre d'eau, puis vous allez me dire ce que vous ressentez dans la gorgée qui passe. Et donc voilà, ça permet de se Mmh, reconnecter à soi. mmh. Très bien. Merci beaucoup Isabelle pour ton partage d'expériences, de ressources. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup Alexia de m'avoir permis cet échange. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page et à partager les épisodes avec des personnes qui pourraient être intéressées. C'est une excellente manière de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur l'épisode en commentaire ou à nous contacter pour nous dire quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode Sui Generis.